dont on va parler est en cours du côté de l'espace Le Garage. On vous donnera l'adresse dans un petit moment. Alors, je présente la galeriste du garage, Zola Djennen. Merci de revenir nous voir. Merci. Avec toujours des nouveautés, des thèmes intéressants. Oui. Puisque là, on va parler de tradition, du bijou traditionnel, du costume traditionnel algérien. Et justement, en parlant de bijoux, vous avez convié à ce plateau Ramdani Mohamed, qui est artisan bijoutier. Merci également de votre présence. Ça va. Et bien sûr, vous participez à cet événement. Ah oui. À travers vos créations, vos bijoux, et puis une recherche sur l'histoire même du bijou berbère, hein, pour être plus précise. Voilà, alors cet événement, justement, vous l'avez programmé pour ce mois sacré de Ramadan, c'est en cours, au niveau de l'espace Le Garage. Et là, ça va englober tous les costumes d'Algérie. Quand on dit tous les costumes d'Algérie, c'est une melhfa. Qui est portée par toutes les femmes algériennes à l'époque. Oui. Algériennes berbères, amazigh. Oui. Alors on a la mzabia, on a le terguia, on a les chevaliers. La base était la même, mais en fait après l'ornement pouvait changer. Oui. Ça c'est comme une leçon d'histoire. C'est que pour moi une galerie d'art, elle a assemblé ça pour dire que les costumiers, c'est-à-dire les couturières et les bijoutiers et tout, ils racontent l'histoire de l'Algérie. C'est comme un artiste peintre aussi. Alors, j'ai prouvé ça au public. Ils étaient là, ils ont appris de l'histoire, ils ont appris quelque chose d'important dans notre histoire. Et ils ont touché à ça, c'était la pratique. C'est pas une leçon dans un amphi ou là. Oui. C'était la vraie histoire. C'est comme une histoire qui se défile. Oui. C'est comme en fait un film. Un défilé plutôt. Oui. Voilà. Et en même temps, c'est que on a raconté toute l'histoire. Et c'était amusant. C'était comme une pièce théâtrale. Voilà. Donc vous avez fait et les gens, ils ont joué d'expression artistique pour réaliser cette exposition. Exactement. Donc, en fait, ce ne sont pas des mannequins figés qu'on le retrouve avec des costumes qui sont présentés ou des présentoirs de bijoux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un défilé historique. C'est un défilé intelligent et pour l'histoire. On a fait un voyage dans l'histoire, dans le temps. Alors ça, justement, en parlant de temps, on va essayer de définir l'époque dans laquelle on est. Arrêté le temps hier au garage. D'accord. C'est qu'on avait, même les gens, ils étaient étonnés. C'était comme la magie. Et c'est vrai, même moi j'ai porté une tenue de Nélia et j'ai joué le jeu avec tout le monde. Même les gens, ils ont joué le jeu et c'était magnifique. C'est que chaque fois, ils posent des questions et les mannequins parlaient de ce costume, pourquoi je porte. Parce que moi, j'ai eu un enfant. Et parce que moi, je suis veuve. Parce que ça dépend le bijou. Parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'ont pas le droit de porter n'importe quel bijou. Exactement. Le choix du bijou a été représentatif de la situation sociale, des conditions sociales. Voilà, naissance, puberté, mariage, voilà. Très bien. Alors, on va essayer de détailler tout cela à travers le bijou, puisqu'il faut dire que c'était un élément très important, et ça le reste. Mais même si aujourd'hui, nous avons moins de connaissances sur la signification du port de chaque bijou, dans leurs différences. Oui, alors le bijou, comme l'a dit Zola, c'est un peu des bijoux, de très gros bijoux, parce que la femme elle affiche son statut à travers les bijoux. On trouve donc des bijoux de tous les jours, mais surtout on s'est intéressé à la parure des fêtes, des gros bijoux, comme on va les voir maintenant sur le mannequin. Oui. Et c'est là qu'on voit le véritable travail, on voit la dextérité des artisans qui font des gros bijoux et aussi beaux. Oui. Alors nous voulons les pérenniser. Nous avons remarqué malheureusement qu'il y a beaucoup de bijoux qui ont disparu, qui sont en voie de disparition. Nous ne voulons pas que ça disparaisse, on veut travailler, on veut les reproduire tout en innovant. Oui, bien sûr. Et laisser une part à la création qui est aussi très appréciée, tout en gardant un peu l'authenticité. Et surtout, je pense que là, l'idée était aussi de transmettre toute cette connaissance sur le bijou, sur sa symbolique. Voilà.
Le bijou, c'est non seulement donc un bijou, mais parfois, comme on peut le voir dans cette tenue, à l'époque, il n'y avait pas de couture. C'était à la fois un bijou et une couture, comme les fibules que nous voyons sur le mannequin. C'est à la fois un bijou et qui permettait de rassembler Absolument. des parties du costume. Comme vous voyez, la mlahfa se compose de 2 morceaux de tissu, un à l'avant et l'autre à l'arrière, qui sont reliés au niveau des épaules avec des fibules, et c'est ça qui tient lieu de couture. Voilà, qui remplace la couture qui est venue bien après. Oui. Voilà. Bien Et justement, en parlant de temps, nous sommes à quelle époque en fait? Fatma Nsoumer la Kahina, vous connaissez? Oui. Alors que nous sommes à cette époque-là. Oui. D'accord. Donc Parce plusieurs que, siècles en arrière. Vous allez remarquer que les tissus, elles sont pas, c'est-à-dire il n'y a pas de. Pas de couture, toujours. Ni couture, ni les, c'est-à-dire ni broderie, rien du tout. D'accord. Déjà, la broderie, elle a remplacé les bijoux. C'est pour ça, et maintenant on met les bijoux, la broderie, les couleurs et tout. Mais là, les bijoux, c'était l'élément essentiel de la tenue. Et il y avait cet aspect, ce côté ornemental, mais aussi pratique, comme vous l'avez cité. On va voir en image l'exposition, puisque nous avons la chance, quelque part, de revivre l'exposition qui a commencé. Moi, j'ai eu de la chance. Oui, vous l'avez vécu. Allez, on va la revivre ensemble à travers ces quelques images que nous vous proposons. Très belles images à travers lesquelles nous avons voyagé dans différentes régions du pays, puisqu'il y a eu une représentation de différentes tenues, même si quelque part elles avaient le point commun qui était la base, donc le melhfa, mais qui était porté différemment. Et là en dernier, on a vu justement le mzabiya qui était complètement couvert, le visage. On dit que Mzabiya, on ne doit pas voir son visage, et que les gens qui peuvent se marier avec elle, ils ne peuvent pas voir son visage, mais les autres à la maison, si. Elle a des bijoux aussi, mais là, on n'a pas montré vraiment
les bijoux et tout, mais c'est magnifique. Ouais. Et aussi, et tout cela, c'est fait à travers quelque part un genre de conte, puisque oui, vous avez, c'est le but aussi. vous avez accompagné d'un texte dans lequel vous disiez telle personne est de telle région. Quand aux coulisses, quand on était en train de mettre les tenues et tout, avec Madame Harizi, la couturière et la costumière, c'est elle qui a fait tout ça, c'est grâce à elle, on était en train de raconter aux mannequins, c'est-à-dire ça, vous portez ça parce que kida ou kida ou kida. Alors à l'extérieur, on a raconté la vraie histoire, ça veut dire il n'y a pas de... Et en plus de ça, on a mis même shidda. يقول لك كبر الشده في وجه العدا سيك الشده سي الضفاير هذوك تاع الصوف يديروهم ابخي يحزموا الراس باش يديروا الجبين. Et c'est qu'il y avait les détails, il y avait les détails grâce à Madame Harizi aussi. Oui. Donc il y avait beaucoup de recherches derrière cela. Ce n'est pas un simple défilé où on voit juste des tenues. C'est un défilé intelligent, historique. Quand on dit historique, c'est l'histoire. On n'a pas le droit de changer l'histoire. On a fait tout notre possible pour montrer ça au public. Et en racontant l'histoire, la vraie histoire de la Melhfa, et les gens, la réaction des gens, ils voulaient avoir la même chose maintenant. C'est que même les jeunes... Il y a cette envie de retour aux sources, à l'authenticité. C'est magnifique. Moi, si je me marie un jour, je vais porter la même chose. Je ne vais pas jouer la princesse. Là, je suis une chébia et je suis une Algérienne. Et j'aimerais bien porter ça, c'est authentique, c'est original. En tout cas, vous portiez très bien la tenue Neili. Enfin, vous avez bien joué la Neili. J'ai osé de porter le tfaïr tassof et tout, c'est lourd, mais c'est magnifique. En plus, il y a un secret aussi. Le bruit, tu as les bijoux. C'est magique. Oui, ça c'est vrai. Avec le khelkhel et tout, des khelkhel quand on c'était avec pied lourd à porter. Lourd, mais c'est magique. Parce qu'il y a le bruit qui te mchie, il y a le bruit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça j'ai compris maintenant les poètes, comment ils ont... Oui, ils s'inspiraient de tous ces sons. Et parce que la femme, à l'époque, c'était sacré. Et quand elle passe, les gens, ils savent... une femme qui passe, parce qu'ils entendent d'abord le bruit pour voir la silhouette, mais ils ne voient pas tout. C'est qu'il y a toujours une énigme. Et ça, c'est magique. Voilà, toute cette magie, vous l'avez partagée avec un public très important. 200 personnes 200 étaient au rendez-vous. Moi, j'étais étonnée. Et vous avez pu les recevoir oui, parce qu'on est sortis. Non, on est sortis à l'extérieur. Il y a une terrasse. On a fait une collation. Et après, je suis sortie. Je suis rentrée. J'ai trouvé du monde à l'extérieur. Après, je me suis dit... je suis sortie. J'aurais dit qu'on va sortir. Vous inquiétez pas. Ils ont vraiment... Ils étaient là et ils attendaient qu'on sorte. Donc c'est l'exposition qui est allée à l'extérieur, la rue. Les gens passaient, les voitures, et s'arrêtaient pour voir. Et rencontrer des mannequins de tenue traditionnelle. Et les mannequins, ils ont joué le jeu. Il faut pas oublier que c'est des mannequins, ils ne savaient même pas c'est quoi. Moi, je ne sais même pas je connais. Mais elles ont joué le jeu et elles étaient hyper contentes. Et maintenant, elles ont changé l'idée, les bijoux. Oui, et les tenues. Mais la c'est très à la mode maintenant. Oui, j'imagine. En tout cas, c'est une tenue qui est restée aussi authentiquement préservée, il faut le dire, puisqu'elle est toujours portée par notamment la région est du pays. Je vous dis un secret. Oui. Elle coûte pas cher. Exactement. Ça veut dire la raïs maintenant. Vas-y vers un bon coupon de tissu quand même. Il faut quand même pas mal de mètres. 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. La toile. Parce qu'on a utilisé la toile, la vraie. Parce que بكري كانوا يسديو القماش. Oui. وباش تسدي متر تاع قماش ça vous prend beaucoup de temps. Ça mettait beaucoup de temps. Voilà, mais هم عندهم الحداقة, alors ils avaient le temps, ils avaient tout. Et elles sont créatives parce qu'elles sont proches de la nature. Elles sont simples. Et la simplicité, c'est dur. C'est tout à fait. Alors, on va revenir au bijou, on a compris, il a joué un élément très important, aussi bien sur le plan ornemental, mais aussi pratique, comme vous disiez tout à l'heure. Ça permet de rattacher tous ces morceaux de tissu qui constituent la tenue elle-même, le melhfa. Et on va accueillir justement un mannequin qui est vêtu, qui a peut-être participé également hier au vernissage. Voilà. Donc on va la voir entrer. Elle s'appelle Tininen Boukrich. Voilà, Tininen Boukrich avec toute sa tenue. Bien écoutez décorée. Le bruit? Oui. Ouais. Alors je vais arrêter de parler pour qu'on puisse écouter le son des bijoux. Et on voit bien sûr, il faut dire que dans le temps, les bijoux étaient très imposants. Oui. Ah oui.
Alors, ça constitue un peu les pièces essentielles de la parure berbère, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments. Oui. Et c'est donc non seulement une fonction ornementale, mais c'est aussi un moyen de communication. Il y a tout un langage codé pour dire le statut de la femme qui le porte. Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Là, par exemple, Tinhinen, quand on voit ses bijoux, pour nous, c'est une jeune fille. Bon, c'est une jeune fille. Le moment qu'elle est mariée. Que la grosse figure qui est portée comme ça au niveau de la poitrine, bon, c'est une jeune fille. D'accord. C'est une jeune fille, mais si elle était portée au niveau de la tête, ça veut dire que c'est une femme qui vient d'avoir une naissance. D'accord. Voilà, donc c'est tout un langage codé qui permettait aux gens de communiquer à travers les bijoux. Donc l'exposition a non seulement apporté du bonheur à l'œil, mais aussi à l'esprit, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui a été diffusées hier sur la symbolique du bijou, sur la tenue traditionnelle, qui pour certains, peut-être certains ne savent pas qu'elle était commune à toutes les régions du pays, donc le Melhfa, et qui était en revanche beaucoup plus peut-être habillée d'une façon un peu différente par des bijoux différentes, de couleurs différentes. Là, ce sont des bijoux quand même pleins de couleurs. Ils représentent, je pense, une région, c'est la Kabylie. Là, c'est très typique d'une région, c'est les bijoux de Grande Kabylie. Essentiellement, bon, le village d'artisans le plus connu, c'est Beni. Voilà. Donc, quand on voit des bijoux comme ça, avec du corail et de l'émail, avec les trois couleurs, c'est invariable, trois couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, voilà. Le jaune aussi. Hein. Le jaune, le vert et le bleu, et le corail rouge. Le corail, oui. Ça, c'est vraiment signé, des bijoux de Grande Kabylie. En Petite Kabylie, on fait à peu près les mêmes formes, mais sans les couleurs, c'est plus sobre. Oui. Voilà. Et c'est de même pour la région Est La même chose dans la région Est, dans les Aurès. Pour les Aurès, mais aussi le sud du pays. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le sud du pays aussi, c'est sobre. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, sauf que là-bas, évidemment, il y a l'influence africaine. Il y a un peu un brassage de culture, donc c'est ça qui fait la différence de la terguia. Mais fondamentalement, on retrouve toujours la même tenue. La mlehfa, on la trouve dans toutes les régions, mais avec des coloris différents. Avec des ornements différents. Comme elle disait Zola, bon, la tenue basique, c'est la mlehfa, mais on peut la personnaliser, on peut la broder, on peut... Bon. Oui. Et puis aussi, les teintes, à l'époque, existaient les teintes naturelles, qui nous permettaient d'avoir plus de couleurs. Le henna, zafran, tout ça. Moi, j'ai dormi moins bête. Je pense que hier, de nombreuses personnes sont endormies moins bêtes, hein, comme vous l'avez si bien dit hier. Hein. Alors, cette tenue représente toujours, je disais, l'ancienne tenue berbère. Et aujourd'hui, comme l'a signalé tout à l'heure notre ami, c'est qu'en fait, Zola, c'est qu'il y a cette envie de retour, hein, notamment par les jeunes qui ont envie de revenir aux sources, qui ont envie aussi de connaître, d'en savoir un petit peu plus sur l'ancien bijou, le bijou traditionnel, qui commence un petit peu à se défaire de tout ce qui est moderne quelque part. Absolument. Il y a quelques années de ça, les jeunes, quand ils voyaient de gros bijoux, des bijoux avec tant de couleurs, ben, ils se disaient, bon, non, on ne peut pas porter ça, c'est pas possible, il faudrait quelque chose de plus adapté, de plus actuel. Oui, on peut. Alors, on s'est inspiré un peu de modèles anciens. On a tenu compte un peu de l'évolution historique du bijou, et puis on a tenu compte des goûts des bijoux contemporains, disons plus légers, qui peut se porter avec les tenues, tout en gardant les motifs traditionnels. Oui, quelque part, une part d'authenticité. Justement, là, vous me tendez la perche pour parler aussi d'un élément très important dans votre métier, celui de la transmission de ce savoir-faire. Et justement, dans votre famille, ça s'est fait, puisque votre fils, il est l'auteur de ces créations que nous voyons là, que nous allons donc découvrir, de ces bijoux. Oui. Alors, pratiquement dans tous les métiers traditionnels, notamment dans l'artisanat traditionnel, le travail des bijoux, ça se transmet de génération en génération, de père en fils et de mère en fille. Comme la poterie par exemple, comme le tissage, bon, ça se transmet de mère en fille.
Et les bijoux, ça se transmet donc de père en fils. Donc là, dans cette création, on a vu quand même un travail exceptionnel entre l'argent et là, c'est... Et le cuir. C'est du cuir? C'est du cuir. C'est du cuir. C'est du cuir. Ça, c'est vraiment une création. Il a tenu compte des modèles traditionnels tout en essayant de regrouper des motifs de différentes régions qui montrent bien qu'il y a un fond culturel commun. Oui. Il y a un ancrage culturel commun, Oui. c'est-à-dire que ce soit des bijoux berbères de Kabylie, des Aurès ou du Sud. Le fond culturel elle-même. Ouais. C'est donc ça qu'elle essaie de faire ressortir à travers ces créations. Ouais. Et aussi qu'on peut porter avec n'importe quelle tenue. Bon, comme vous le voyez, c'est sobre, il n'y a pas autant de couleurs que sur les anciens. Donc ça peut se porter avec une robe, un jean ou n'importe quoi. On peut sortir, aller travailler avec. Voilà, exactement. Voilà. Je rappelle simplement que vous représentez la maison Aoufous, qui veut dire l'atelier Aoufous. Qui veut dire l'artisan. L'artisan. En berbère. Voilà, très bien. Et qu'on pourra découvrir tout cela, bien sûr, au niveau de l'atelier. Il ne faut pas oublier aussi Madame Halizi, la costumière, parce que grâce malheureusement, à elle n'a pas pu être des nôtres ce matin. Oui, mais c'est elle qui a fait tout ça. Oui. Elle fait les costumes de scène. Et elle a une boutique aussi à Sidi Hia, Fazou. D'accord, voilà. Très bien. Donc à découvrir tout cela. Bien, merci beaucoup. Ça continue, hein, simplement pour ceux que ça. Oui, justement, ce sera. On ouvre la nuit, le soir, après le Maghreb. Et les gens qui veulent vraiment voir ça, ils peuvent venir au garage à Del Ibrahim, à côté de la fédération de football. Et ça s'appelle le garage. Mais ce sera sur des mannequins artificiels. Voilà. Donc, voilà. Et juste un mot, remercie monsieur Ramdani, Madame Halizi, Jami aussi, de France, et qui m'ont aidé vraiment. Et Neriman Sedet et monsieur Benia, et Aziz Bacha. Et je pense que vous avez oublié une personne. Zola Djinnen. Ah non, je vous-même. Moi, je tiens à la remercier aussi. Surtout, mes amis, vous savez, c'est des artistes qui m'ont aidé. Oui. Neriman Sedet, elle est artiste. C'est elle qui s'est occupée de tout ça. Monsieur Benia aussi. Oui. C'est un galeriste. Benia, que nous saluons. Oui. Et Aziz Bacha aussi avec ses pièces qui ont vraiment donné. Tous des artistes, tous passionnés par l'art, l'artisanat. Moi, je suis bien entourée, Dieu merci. Et je suis bien, c'est-à-dire, je suis en sécurité, quoi. Et puis vous faites de belles choses, là, il faut le dire. Hein. Vous avez de belles idées. Et nous lui reconnaissons le mérite d'avoir établi une passerelle entre les arts plastiques et l'artisanat d'art. Tout à fait. Il faut dire que c'est artistique. Que le garage, comme l'a si bien dit la dernière fois Zola, la première fois on l'avait reçu pour en parler et pour annoncer son ouverture, c'est que c'est un espace ouvert à toute forme d'expression. Mes traditions et mes repères, je les reflète dans mon garage. Ça, c'est mon rêve. Je suis en train de vivre un rêve et espérons que ce rêve ne s'arrêtera jamais. J'espère. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à tous de nous avoir fait partager ce moment très agréable. Se plongeons un peu dans notre histoire, dans notre identité culturelle. Merci beaucoup. On continue l'émission et puis ça continue du côté du garage ce soir, si vous êtes du côté de Del Ibrahim. Voilà, ça va durer pendant 7 jours. Profitez-en. On continue toujours à s'intéresser à la tenue traditionnelle et en fait à cette tenue exceptionnelle qui représentait autrefois toute ce partage un petit peu entre toutes les différentes régions du pays. Et le Melhfa, on revient encore une fois au port de ce voile, de la manière dont on doit le porter. C'est un reportage proposé par Amina Zahouf. On regarde. Long de